Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Carrefour numérique et bienvenue à cette première intervention sur le métavers serait mort, mais a-t-il vraiment existé? Voilà, je laisse la parole à Vincent Guigui. Merci Isabelle. Effectivement, on va parler de Metaverse. Il y a le buzz comme quoi le Metaverse a existé, le buzz du Metaverse qui est mort, qui est remplacé par autre chose. Mais on va essayer de creuser un peu l'origine du Metaverse, d'où ça vient et est-ce que ça a vraiment existé. Donc je suis Vincent Guigui, je suis consultant en interface innovante et je suis architecte de solutions immersives. Et j'ai mon site, si vous voulez y aller, il y a des informations. On va parler Metaverse. Peut-être tout d'abord, on va essayer de se poser la question de c'est quoi le Metaverse pour vous? Ça peut être interactif. Est-ce que quelqu'un veut tenter une définition de Metaverse en quelques secondes? Un univers parallèle, ouais, pourquoi pas. Un échappatoire à la réalité. Ah, ça va loin, ok. Quelqu'un d'autre veut tenter une autre définition? Aller au-delà de quelque chose, au-delà du réel? Ok, ok. Au-delà. Voilà. Je vois qu'il y a des jeunes. Est-ce qu'ils veulent tenter une définition, les jeunes, ou ils sont trop timides? Ou ils connaissent la réponse, ils ne veulent pas dire. Ils sont déjà dedans, en fait. Ok. Je vais aller dans la définition, essayer de formaliser un peu ça. Juste avant, vous allez m'entendre dire métavers, metaverse. Il y a plusieurs prononciations. Métavers, c'est en français, c'est comme univers, un méta-univers. Et metaverse, avec l'accent américain, anglo-saxon, c'est comme un méta-universe. Donc je vais alterner parce que j'ai une mauvaise habitude, donc je vais dire un peu les deux. Vous inquiétez pas, c'est la même chose. Si on parle d'histoire, ça a commencé en 1992 avec Neil Stephenson, un écrivain de science-fiction, qui a parlé de la première fois de Metaverse, qui a inventé le mot, on va dire, et qui parle d'un monde virtuel, ultra collaboratif, ultra immersif, où les gens peuvent se connecter et peuvent même travailler ensemble et avoir des loisirs dans ce monde virtuel. Le livre s'appelle Samouraï virtuel, ou en anglais Snow Crash, et ça a commencé voilà, en 1992. Ensuite, on n'a plus trop entendu parler du terme. On a eu des choses qui ont existé. Il y a eu un jeu vidéo qui s'appelait Second Life, qui était plus qu'un jeu vidéo, c'était un monde social, voilà, très orienté interaction entre les gens. Il y a eu Minecraft, qui est lui plus un jeu vidéo qu'une plateforme sociale, même s'il y a une convergence. On a eu du VR Chat, du Altspace, qui étaient des plateformes sociales aussi et immersives. On a eu Fortnite, encore un jeu vidéo ultra collaboratif et multijoueur. Et puis après, on a eu un événement. Ça a mis combien de temps? Entre 1992 et 2021, presque 30 ans, Facebook dit hey, si je me renommais en Meta. Mais ça veut dire quoi Meta? C'est Meta dit on va être une Meta compagnie, une société orientée Metaverse. Un peu compliqué, surtout que le mot n'était pas connu. Si on creuse un peu sur l'origine du mot Metaverse, donc en 92, il y a eu le livre, et puis après, plus personne parlait du terme. C'était pas très connu. Facebook dit hey, je me renomme. Et là, tout d'un coup, en termes de popularité du terme, ça a fait ça. Tout le monde s'est dit ah, Metaverse, c'est quelque chose, je veux en faire, je veux y être. J'ai pas trop compris ce que c'est, mais me laissez pas tout seul. Il y a un gâteau virtuel qui vient d'apparaître, c'est le mot Metaverse, et tout le monde veut une part. Et c'est donc Facebook qui a initié cette tendance et ce buzz autour du Metaverse. Et ça a créé ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, la peur de rater le coche, la peur de rater le train. Et quand une grosse boîte comme Facebook investit des milliards dans le Metaverse, ben, tout le monde se dit il y a sûrement un business à faire, on veut en être. Alors c'est cool, mais ça explique toujours pas ce que c'est le Metaverse. Euh, mais il y a eu des déclencheurs. Pourquoi ça a marché, le buzz du Metaverse? Il y avait le Covid et les confinements. Et quand on est confiné, on se dit hey, si je pouvais voyager sans me déplacer, je suis confiné chez moi, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de rencontrer, j'ai envie de collaborer. J'ai besoin d'avoir des cours, de faire des apéros Zoom, d'avoir des formations, d'avoir des réunions au travail en étant chez moi. Est-ce que se limiter à l'écran de Teams ou de Zoom, c'est suffisant? Ce n'était pas suffisant. Il y avait une tendance de dire est-ce qu'il n'y a pas un autre chose, un what else? Et Facebook donc, a popularisé des casques de VR qui étaient autonomes, pas besoin de brancher un ordinateur, relativement abordable à 400 € quand même, mais on allait à la Fnac, on pouvait acheter un casque de réalité virtuelle autonome et grand public. S'il n'y avait pas eu de casque, il n'y aurait pas eu de Metaverse. S'il n'y avait pas eu le confinement, il n'y aurait potentiellement pas eu de Metaverse non plus. Les deux, arrivés au même moment, ont permis de créer ce buzz avec cette promesse de faire un monde qui serait une sorte de nouvel Internet, un monde virtuel où on peut faire plus de choses et il ferait même bon vivre. Intéressant. Ça ressemblait à quoi les premières expériences Metaverse?
à des mondes virtuels où chacun met un casque et on peut rencontrer des gens, on peut papoter, on peut discuter, on peut se balader dans des lieux. Ça peut être des visites virtuelles. Là, c'était des cas faits par Accenture sur l'intégration des nouveaux arrivants dans l'entreprise. On pouvait se balader dans des lieux des fois très réalistes, des fois très chimériques et très fantaisistes, avoir des réunions. En pratique, ça ressemble aussi à ça. Oh, pardon, je suis allé un peu vite. On va le refaire. Ça ressemble à des gens qui sont dans une salle et qui se baladent. Alors, ou dans plusieurs salles. Chez moi, je peux avoir mon casque et être dans la réunion virtuelle. Les gens chez eux, ils ont aussi ce casque. Mais bon, en pratique, on est debout avec un casque, mais virtuellement, on est avec plein de gens. C'est assez intéressant. Ça a lancé pas mal de choses. Il y a eu des NFT qui ont été vendus, c'est-à-dire des éléments cosmétiques qui se vendent pour habiller notre avatar, puisqu'on est dans un monde virtuel, il faut qu'on existe. Donc on est personnifié. Il y a eu des concerts qui sont passés dans des jeux vidéo. Il y a eu des défilés de mode en réalité virtuelle. Il y a eu plein de choses qui faisaient des exemples de cas d'usage de Metaverse. Il y a eu des choses un peu bizarres. Il y a eu des réunions. Carrefour qui dit on va faire notre réunion du comité exécutif d'entreprise dans le Metaverse. Donc chaque patron met un casque et puis ils font leur réunion. C'est intéressant. Si ça leur évite de voyager, de prendre l'avion, c'est très pertinent. Si c'est juste pour ne pas avoir à traverser la rue et aller dans les bureaux, c'est un peu moins pragmatique. Il y a eu des mini-jeux faits par Leader Price et autres. Il y a Carrefour qui a fait des phases de recrutement dans le Metaverse, donc en invitant des candidats dans ces mondes virtuels avec un discours du patron et des interviews, des entretiens. Il y a des magasins qui sont ouverts dans le Metaverse, à tel point que les gens qui étaient dans les communautés sont dit hey, je suis déjà dans un Metaverse, je l'utilise déjà avant que le terme existe. J'étais dans Decentraland, dans VRChat, ça existait un peu avant. Et on me met un magasin et on me met des pubs. Ben, j'en veux pas, donc on a eu le droit à des manifestations. Alors ça prouve que ça existe, ou au contraire, c'est peut-être un mauvais exemple. Si on a des gilets jaunes et des manifestations dans un monde virtuel, c'est qu'on est en train de recréer les problèmes du monde réel. Donc au bout d'un moment, il faut se dire, est-ce que ce qu'on fait a du sens? Et mettre des magasins dans des endroits où on n'attend pas des magasins, ça n'a pas forcément de sens. J'ai dit plein de termes collaboratifs et autres qui vont permettre de comprendre un peu mieux le métaverse. Donc, il y avait multi-utilisateur, persistant, pour dire qu'il se passe toujours quelque chose dans ce monde virtuel. Fortnite, c'est un monde pseudo-persistant où il faut y aller. World of Warcraft aussi. Il y a des mondes immersifs, pas immersifs, 2D, 3D. On va essayer de les regrouper parce que c'est un peu confusant. Donc, il y a un aspect social, multi-utilisateur, où on a besoin d'être personnifié via un avatar. On a besoin d'exister dans ce monde virtuel. Persistant, ça veut dire qu'il se passe des choses. 2D ou 3D, des fois c'est juste plat sur un ordinateur, des fois c'est en 3D et immersif avec un casque. Et il y a une économie. On parlait de NFT tout à l'heure, ou de blockchain. On n'a pas besoin de blockchain pour faire un metaverse. Par contre, souvent il y a une économie. Il y a des jetons, il y a des points, il y a des tokens à gagner. Dans un jeu vidéo, il y a des points, des tokens qu'on échange contre des éléments pour le jeu, pour améliorer la qualité de vie dans le jeu. Dans les metaverses, en général, il y a aussi une gamification avec des trophées et des choses à gagner. Mais les NFT ne sont pas forcément nécessaires. Et on remarque qu'il y a plusieurs métaverses, en fait. Il n'y a pas un métavers, métaverse. Il n'y en a pas un. C'est en fonction de l'entreprise qui crée le métaverse. Je vais avoir du mal sur la prononciation. L'entreprise qui va créer le métavers, bah, il va faire un métavers différent. Soit ça va être un métavers très social. Donc, comme je l'ai dit, Facebook, par exemple, Microsoft Mesh ou VRChat, ce sont des métavers nativement sociaux. On y va pour rencontrer des gens. Il y a des métavers plutôt orientés place de marché. On achète des choses, on y va. Il y a des terrains qui peuvent s'acheter, il y a des objets qui peuvent s'acheter, et on va essayer de spéculer sur la valeur du marché. Il y a des métavers plutôt jeux vidéo. Ça attire plutôt les jeunes. J'en vois dans la salle, donc ça doit vous attirer. Du Roblox, du Minecraft, du Fortnite, où il y a quand même un aspect social. Nativement, c'est un jeu, mais un jeu tout seul, c'est pas si intéressant que ça. Donc ça devient un jeu multijoueur. Et il y a les métaverses plutôt orientés entreprises, avec la formation immersive et collaborative, les réunions à plusieurs, l'assistance numérique est augmentée. C'est-à-dire que je peux être en train de réparer une machinerie et un expert à distance va m'aider. Ça devient un métaverse entreprise avec la notion de jumeaux numériques. On va dupliquer les éléments de l'entreprise pour les retrouver dans des mondes 3D. Un exemple de formation immersive, par exemple, là c'est sur un chantier. Je dois apprendre à activer une machine sur un chantier. C'est ce que je vois avec le casque. Je vois mes mains, je vais pouvoir prendre les gants et suivre la procédure étape par étape qui apparaît. Je dois mettre le casque de chantier, je dois mettre mes lunettes de protection, puis après je dois suivre les instructions. C'est une forme de metaverse entreprise où on a créé un réplica des machineries et des procédures d'entreprise et on peut y être. En parallèle, d'autres personnes font la même formation, un coach nous observe et on va pouvoir débriefer sur la formation pour être sûr que ça a été bien fait. Un autre élément, c'est la collaboration.
Donc là, c'est dans la chambre de quelqu'un où il fait une réunion à plusieurs. Il voit cette Formule 1 en 3D devant lui, mais il n'y a pas que la Formule 1, il y a aussi les avatars de ses collègues. Il y a Marc qui parle avec au-dessus de lui le sous-titrage. Marc parle anglais, la réunion se passe en français, on a le sous-titre qui apparaît et on voit les différents collègues qui sont là. Et on va pouvoir manipuler la Formule 1, déplacer les roues, poser des notes avec des post-it virtuels. Quelque chose qu'on ne pourrait pas forcément faire même en présentiel, à moins d'être devant une vraie machine. Là, je peux le faire virtuellement de chez moi, en caleçon, et travailler avec des collègues qui sont à l'autre bout du monde. C'est de la collaboration immersive, c'est une forme de metaverse aussi. Donc j'ai dit des choses. J'ai parlé de metaverse, j'ai dit plein de choses. On va essayer de redéfinir les termes. Le metaverse, c'est une interface. Une interface, c'est un filtre entre nous et le monde réel. Je suis là, il y a le monde réel, et entre moi et le monde réel, il y a une interface qui va me permettre de capturer des informations et d'interagir avec le monde réel, les autres personnes, pourquoi pas. Et si on devait faire une gradation du monde réel, on a le monde réel qu'on connaît, qui est en dur en théorie, et le monde virtuel, où tout est simulé par ordinateur. Et il y a une graduation qui est un peu compliquée. Il y a la réalité amplifiée, la réalité augmentée, la réalité mélangée, la virtualité augmentée et la réalité virtualisée. C'est pas mal, ça fait une belle gradation. On ne comprend pas forcément ce que c'est et ce que ça veut dire. Si on simplifie, on va dire qu'il y a une continuité entre l'environnement réel et virtuel, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et un peu entre les deux, il y a la réalité mixte. Bon, je vous ai un peu perdu, c'est pas très clair. Je vais essayer de simplifier. Si on a un axe où on essaie de marquer de la synchronisation entre la concomitance, entre les actions qu'on fait dans le monde virtuel et notre perception, et un autre axe sur le taux d'interaction avec les objets réels, on va pouvoir placer ces différentes réalités. C'est plus clair? Et les gens ils disent oui. Non, c'est pas vrai, c'est pas clair. Si on dit « Ah, mais si j'ai des lunettes transparentes, je vois le monde réel avec des objets virtuels, est-ce que je peux me positionner en 2D? Est-ce que les objets sont en 3D dessus? Est-ce qu'il y a une cohérence entre le physique et le digital? Est-ce qu'il y a une spatialisation ?» Et on peut placer ces différents référentiels dedans. C'est plus clair? Les gens disent oui quand même. Hein. Non, c'est pas clair. Quand on est dedans, c'est un peu clair. Quand on n'est pas dedans, c'est pas clair du tout. En fait, il y a la réalité virtuelle, un casque fermé, opaque, qui nous cache du monde réel, où tout ce qu'on voit est simulé par ordinateur. Ça peut être très réaliste. La machine que je dois réparer, c'est réaliste, mais c'est simulé par ordinateur. Il y a la réalité augmentée, avec des lunettes de ce type-là, ou réalité assistée pour les puristes, où c'est un œilleton, ou même un téléphone mobile, où à travers cet écran, je vais voir des éléments en plus dans mon champ de vision. Donc 99% de ce qu'on voit, c'est le monde réel, de manière directe, et on rajoute des éléments par-dessus. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et il y a la réalité mixte, où je vais aussi rajouter des choses. Là, je vais avoir un casque de ce type-là, avec soit un écran opaque, mais des caméras, soit un écran translucide. Je vois le monde réel aussi, mais par-dessus, les informations qu'on va m'afficher vont être cohérentes. Je vais pouvoir les attraper, les déplacer, je vais pouvoir les poser sur une table. Éventuellement, si je prends une pomme virtuelle et je la lâche sur la table, elle va rebondir sur la table physique. La pomme virtuelle rebondira sur la table physique et tombera par terre. Parce que le casque, avec ses capteurs, va pouvoir savoir comment est le monde physique. Et il y aura cette cohérence entre le monde physique et le monde numérique. C'est ce qu'on appelle la réalité mixte. Et le métaverse dans tout ça. Parce que j'ai parlé de réalité. Le métaverse dans tout ça, malgré les définitions, il y avait métaverse, c'est monté comme ça quand Facebook s'est renommé. Et puis ça s'est un peu cassé la figure. Donc là, au fil des années, jusqu'à fin 2023, on parle beaucoup moins de métaverse. Ça existe toujours, mais on en parle un peu moins. Et cette courbe, elle est marrante parce qu'elle a un sens, elle a été documentée par le cabinet Gartner, un cabinet d'analystes, qui a créé ce qu'on appelle la hype cycle, la courbe d'engouement, la courbe de popularité d'une technologie. Ça commence par un déclencheur. Il y a une innovation et les gens se disent « Waouh, c'est trop bien !» Et ça fait augmenter les attentes. Il y a une inflation des attentes. On se dit « C'est la réponse ultime à tous les maux de la Terre ». Le metaverse, ça résout les problèmes de confinement, d'écologie parce qu'on n'a plus besoin de voyager, ça permet de faire des relations sociales super avancées. Grosse inflation des attentes. Et puis au bout d'un moment, on sature. On se dit mais ça ne fait pas tout ça. Et on atteint une phase de désillusion. On se dit non, en fait, c'est pas génial. Ça redescend. Et dès qu'on est au plus bas, on a une révélation. Et on se dit mais peut-être que le vrai cas d'usage, le cas d'usage pertinent, c'est pas tout ça. C'est juste ça. Et ça peut être juste, par exemple, les réunions collaboratives. Ça a beaucoup de sens. Les visites virtuelles, ça a beaucoup de sens. Mais dire qu'on remplace notre métier et tous nos écrans par un casque, c'est peut-être extrême comme point de vue. Donc cette courbe-là, hype cycle. Donc on a compris le métaverse, vous avez vu des exemples sur la collaboration, sur l'immersion. On a vu les termes réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. On est OK sur les termes, il n'y a plus de soucis.
C'est quoi ça? L'Apple Vision Pro. Donc Apple a lancé en début d'année l'Apple Vision Pro, qui est un terme de nom de technique. Et ils ont dit, mais ça, c'est un ordinateur spatial, le spatial computing. Donc, où ça rentre dans la définition du réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte? Ça rentre nulle part. Sauf si on creuse un peu la techno, c'est un casque opaque. Là, on voit les yeux, mais en fait, c'est un écran qui projette les yeux de l'utilisateur. Donc, ça reste un casque opaque. Quand j'ai le casque, je peux me masquer du monde réel, je peux ne plus voir le monde réel, ou on me le retransmet. Donc, c'est un casque opaque, donc c'est de la réalité virtuelle. Mais comme il a des capteurs et des caméras, bah, je vois le monde réel à travers, donc c'est de la réalité mixte. Bon, pour les puristes qui sont dans le domaine depuis longtemps, Apple Vision Pro, c'est un casque de réalité mixte, mais ça s'appelle un spatial computer, qui n'a aucun rapport avec l'espace, même si ça ferait rêver. C'est plus l'espace qui nous entoure, un casque qui est au courant et qui est attentif à l'environnement. C'est de la réalité mixte. Du coup, dans notre fameuse hype cycle, ça monte, ça descend, et puis ça remonte. C'est bizarre, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais en fait, la hype cycle, c'est un cycle, donc il y a une répétition. Du coup, on avait la réalité virtuelle, réalité mixte, réalité metaverse, spatial computing. À chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, la hype cycle repart. Mais en fait, tout ça, c'est la même technologie derrière. On se met quelque chose sur le visage pour accéder à de l'information en plus. C'est une nouvelle interface, pseudo-immersive ou totalement immersive, qui nous permet d'accéder à l'information et d'interagir avec des autres. C'est Internet sur les yeux, grosso modo. Il n'y a pas d'autres termes, mais c'est pas joli à vendre. Internet sur les yeux. Donc, on a dit réalité virtuelle en 2016. Après, on a appelé ça réalité mixte en 2018, Metaverse en 2021, Spatial Computing en 2024. Et puis, il y aura peut-être un autre terme. On ne le connaît pas. Alors, actuellement, le terme de cette année, c'est IA. Ce n'est pas un écran sur les yeux, mais il y aura une convergence aussi de l'IA et du Spatial Computing. Il y aura peut-être un nouveau terme. Du coup, est-ce que le Metaverse est mort? Le buzz est redescendu. Les cas d'usage sont restés, la collaboration, les interactions à plusieurs. Donc c'est peut-être pas le metaverse qui est mort, c'est peut-être le terme metaverse qui est mort. Les gens continuent à travailler dans des expériences immersives qu'ils appellent metaverse, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le terme a perdu en beauté, a perdu en charme, il est remplacé par d'autres termes. Donc si le terme est mort, le système est peut-être mort, mais pas sûr. Mais ça, c'est à condition de se dire que le metaverse, c'est un objet, c'est un lieu, c'est un truc qui existe et puis qui peut disparaître. Mais ça se trouve, le metaverse, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un objet. Il y a Shan Puri, qui est un fondateur de Twitch, qui a dit le metaverse, c'est un moment. C'est un moment où notre vie numérique a autant, voire plus de valeur que notre vie physique. C'est un peu extrême de dire ça. Il faut se poser la question de c'est quoi notre vie? Notre vie, c'est notre identité. Personnellement, j'ai 25 identités parce que j'ai 25 réseaux sociaux entre WhatsApp, LinkedIn, Twitter, WhatsApp et d'autres réseaux sociaux, Facebook. J'ai des identités différentes, sans compter celles qui sont immersives. Donc mes identités sont déjà beaucoup numériques. Même la sécurité sociale, c'est mon identité, c'est numérique. Je suis un numéro. Mes interactions sociales, je vois des gens dans le monde physique, mais au quotidien, j'interagis sur WhatsApp et d'autres messageries avec mes amis, avec mes collègues. Donc mes interactions sociales sont beaucoup numériques. Mon économie, mon pouvoir d'achat, j'achète des choses via Internet. Mon salaire, ce n'est pas des pièces que je reçois. Je généralise un peu. Il y a des gens qui reçoivent des vrais billets, des vraies pièces tous les jours, mais notre argent, c'est dans un compte en banque numérique et on dépense via Internet à 90%. Mon travail, je le fais devant un ordinateur. Beaucoup de gens font leur travail devant un ordinateur, sauf les artisans, mais on est quand même beaucoup sur ordinateur. Et nos loisirs aussi, beaucoup de la consommation des médias sur Internet. Du coup, si notre vie est déjà 100% numérique ou 90% numérique, on est peut-être déjà dans le metaverse en fait. Mais c'est un monde numérique qu'on ne voit pas. On n'est pas obligé de se le mettre sur les yeux, mais ça va arriver. Les premiers écrans, c'était des écrans de cinéma. Ils étaient très loin de nous, à plusieurs mètres. Après, ils sont arrivés dans notre salon, à 5 mètres. Ils sont arrivés dans nos mains, ils sont arrivés sur nos poignets, ils arrivent sur nos yeux. La cible, c'est peut-être sûrement les lentilles, ou pourquoi pas après, mais ça, c'est dans 10 ans. Mais les écrans et l'information se rapprochent de nous. Le but, c'est que l'information aille directement sur nous et qu'on l'aperçoive le plus rapidement possible. C'est ça le metaverse, c'est accéder de manière dynamique et instantanée à l'information. Et qu'on appelle ça metaverse ou spatial computing, ça reste la même chose. Donc ce que je peux vous dire, c'est que bienvenue dans le metaverse. On y est. On ne le sait peut-être pas. Vous n'avez pas besoin de mettre un casque pour être dans le metaverse. Vous pouvez aller un peu plus tard voir les démonstrations qui sont aussi du metaverse. Mais vous êtes déjà dedans, en fait. Et peut-être qu'on est tous des avatars. On ne le sait pas. Il reste quelques minutes pour les questions. Donc, allez-y.
très sage. Il y a quelqu'un qui veut poser des questions? Dans la vraie vie, on ne croit que ce que l'on voit. Dans le métaverse, est-ce qu'on peut croire à tout ce qui nous est projeté? Philosophique, monsieur. Ah oui, c'est philosophique. On peut parler de deepfake, de fake news. Mais même juste savoir Qui est en face de nous. En sociologie, il y a ce côté-là. On est derrière un avatar dans le metaverse. Dans le monde réel, on est souvent aussi derrière notre identité numérique. Il y a beaucoup de cas de harcèlement, par exemple, sur Internet, parce qu'on est caché derrière l'anonymité d'une identité numérique. Dans le metaverse, c'est pareil. Je peux voir quelqu'un qui est habillé en dragon. Je ne sais pas qui c'est derrière. C'est pas parce qu'il y a écrit « je m'appelle Vincent » au-dessus que c'est vraiment Vincent. Donc il y a ce problème qui n'est pas résolu. À l'heure actuelle, n'importe qui peut se connecter au metaverse, il est connecté à son compte Google ou son compte Facebook, mais il peut personnifier la personne qu'il veut. Et c'est à la fois une force et une faiblesse. Je peux choisir d'incarner un chevalier si j'ai envie. Je peux décider d'incarner une jeune fille si j'ai envie, parce que peut-être j'ai envie de me sentir comme une jeune fille dans le metaverse, ou c'est peut-être pour usurper une identité. Aucune révélation sur le moment. Mais ça peut être un choix et une liberté qu'on offre. Dans le cas du handicap, par exemple, je peux choisir d'exprimer fortement mon handicap en ayant un avatar qui a une prothèse. Au contraire, je veux pouvoir masquer mon handicap pour que les gens qui me regardent ne soient pas biaisés, n'interprètent pas différemment ce que je dis parce que j'ai un handicap ou pas. Donc c'est une force de pouvoir être derrière un avatar, mais c'est aussi une faiblesse puisque n'importe qui peut se mettre derrière une identité cachée. Et aujourd'hui, j'ai un avatar dans VRChat, un autre avatar sur Facebook. Ces deux avatars ne sont pas les mêmes. Est-ce que demain, il devrait être connecté à mon identité et qu'il y ait un petit symbole en disant ça a été prouvé que c'est bien Vincent qui est derrière cette identité? Ça reste à creuser. Sur Twitter, on a le cas. Il faut payer plusieurs euros pour avoir un compte certifié. Parce que sur Twitter, n'importe qui peut créer un compte. Pareil sur LinkedIn maintenant. Il y a ce souci de traçabilité de l'information et traçabilité des personnes. J'imagine qu'à terme, la Commission européenne, la communauté européenne dira tous les comptes d'avatar et autres doivent être reliés à un numéro de sécurité sociale européen. Et au moins, on pourra tracer si demain on agresse virtuellement quelqu'un d'autre, on pourra porter plainte et tracer qui est la vraie personne physique qui a fait une action. Personne, en théorie, personne n'est anonyme sur Internet, mais si on n'a pas les outils pour tracer, je peux toujours me plaindre en disant quelqu'un m'a mal parlé dans VRChat, mais si VRChat ne fait rien, je ne peux pas savoir et moi-même dire à la personne je ne veux plus la voir. Je peux la... Oui. Il faut qu'il y ait une plainte forte. Actuellement, il n'y a pas de notion de viol sur Internet, de viol dans le metaverse, mais il y a eu, mais ça n'a pas été déclaré pénalement. C'est juste quelqu'un s'est approché un peu trop. Effectivement, je suis dans le metaverse, j'existe, j'ai un espace personnel à moi, qui est après le même que celui du monde réel. Si demain, quelqu'un s'approche un peu trop près et me met sa main dans le visage, j'aurai pas mal, mais je vais me sentir un peu agressé. S'il se met à toucher le corps de quelqu'un d'autre, la personne va se sentir agressée. Mais ce n'est pas encore reconnu pénalement, parce que c'est uniquement virtuel. Le harcèlement sur Internet est reconnu pénalement maintenant, mais le harcèlement virtuel ou les attouchements virtuels ne sont pas déclarés. Donc il y a encore un gap dans la législation sur ça. Et là, il n'y a pas de traçabilité. VRChat, c'est une plateforme, je ne sais plus si c'est américain ou asiatique. Ils n'ont pas les mêmes lois. Il y a des metaverses qui existent et qui apparaissent tous les jours. S'ils veulent ne pas tracer l'identité des gens pour des raisons de point de vue, en disant nous, on est un metaverse open, libre, où tout le monde peut faire ce qu'on veut, ça va être le champ de bataille. Je vais aller dans dans le metaverse, je vais casser les constructions des autres joueurs, je vais mettre le feu à leur maison virtuelle. Je m'en fiche. On m'a dit que c'est un droit de liberté. Et Ah ok, merci. Parce que derrière ça, il y a je pense, au niveau de la tech et tout, il y a une responsabilisation peut-être aussi des individus qui peut permettre une régulation peut-être automatique. Vous avez dit les deux termes. C'est sensibilisation, éducation des gens, Oui. et réglementation. En général, quand il y a une innovation, on se l'approprie et on l'utilise avant qu'il y ait la régulation, ou avant même qu'on nous apprenne à l'utiliser. Oui. Il y a eu Internet, les enfants se sont mis sur Internet, et ça fait juste 2 ans qu'il y a des cours à l'école, j'exagère un peu, mais
Ça fait pas très longtemps qu'il y a des cours dans les écoles primaires sur comment ça marche Internet et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Et alors que ça fait 20 ans qu'Internet existe et est vraiment démocratisé. Donc l'éducation des gens, la sensibilisation est tardive et la régulation, ça fait des gens qui ont des handicaps, ça existe depuis des années par exemple. Des sites web, ça existe depuis des années aussi. Et il y a une loi qui a été passée l'année dernière sur les sites web doivent être accessibles. Et si le site web n'est pas accessible en termes d'ergonomie, il y a une amende. La régulation pour rendre le site web accessible est venue très très tard. Demain, si on met une régulation pour dire je n'ai pas le droit de voler un objet virtuel de quelqu'un, je pense qu'on va attendre une vingtaine d'années avant que ça se fasse. Et la réponse, dire il y a la blockchain qui permet de faire la traçabilité, c'est un bout de truc, ça ne résout pas le problème de fond. C'est que le métavers, c'est un monde ultra libre ou libéraliste, mais libertaire. Mais la régulation, si on veut en mettre, ça ne sera sûrement pas dans tous les métavers, parce qu'il y aura toujours des métavers d'outsiders ou venant d'autres pays. Et de toute façon, le problème, ça vient des gens qui trouvent une échappatoire, qui vont se défouler dans ce monde virtuel. Et après, ça va se régulariser. Mais ça va mettre du temps. Donc pour l'instant, on est au tout début de ce Far West, où c'est un peu open bar, on fait ce qu'on veut. Et il y a déjà des Indiens qui habitent dans ce Far West Metaverse. C'est des communautés qui étaient là avant le terme Metaverse, qui se font un peu mettre dehors, où on s'approprie leur Metaverse, on met des publicités, on met des magasins, on crée de la gamification là où il n'en faut pas. Il y a un envahissement des espaces personnels et espaces communautaires qui est inhérent en fait à la technologie et au Metaverse. Mais ça va se réguler, mais lentement. Moi, j'ai plus l'impression quand même que la technologie est toujours en avance de la politique. Oui, voilà. Je ne peux pas dire autre chose. La technologie va ultra vite. Si je refais le parallèle avec l'IA générative, ça a fait un boom en une année. L'IA, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on parle de réguler l'IA et autres. Il y a 4-5 ans, il y avait une société qui avait créé une IA qui générait du texte de manière très concrète en simulant le phrasé d'un auteur ou autre. Ils se sont dit, on ne va pas la publier, ça ferait peur aux gens et ça ferait trop de deepfake. C'était il y a 4-5 ans, ça a fait un peu le buzz en disant il y a une IA super forte. Maintenant, c'est la course à qui va publier le plus vite l'IA qui fait le plus peur. Parce que faire des deepfakes, ça faisait peur il y a quelques années. Maintenant, c'est cool. On peut simuler des voix, on peut avoir Bill Clinton qui me coach pour faire un séminaire ou une conférence. Je peux générer un film en quelques secondes ou un jeu vidéo. C'est cool. Mais la régulation sur la fiabilité des données, d'où ça vient, le copyright, les licences, la protection des emplois des créateurs, ça arrive largement après. Et là, l'IA, en tout cas, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'asseoir pour faire le bilan de la techno et des impacts, qu'il y a déjà une autre techno encore plus impactante juste après. Ah oui, et puis on voit l'évolution dingue qui a lieu, quoi. Ça va très très vite. Et si je me permets, il y a un sujet sur l'écologie, en parlant d'impact. Les mondes virtuels, ça a un impact parce que c'est de la 3D, ça consomme du gasoil, de faire tourner des ordinateurs et de la 3D en permanence. Mais juste fabriquer un casque qui est obsolète au bout de 2 ans, il y a un impact écologique fort. Donc le but, c'est pas de faire un usage indifférencié de la technologie et de dire tout le monde doit mettre un casque et ça doit déployer en masse. C'est plutôt se dire quel est le besoin et quand est-ce qu'on a besoin de mettre un casque, quand est-ce qu'on a besoin d'être en 3D sur un ordinateur, quand est-ce qu'on a besoin de faire un Teams ou un Zoom. Il faut se poser la question. Et pour l'instant, non. Une entreprise, son boulot, c'est de vendre le plus de casques. Donc ils ne vont pas dire on va vendre beaucoup moins de casques, mais on va les vendre qu'aux gens qui en ont vraiment besoin. Non. Le capitalisme, c'est pas forcément adapté à l'écologie et à un usage pragmatique des technologies. Mais on va arriver. Il y a une sensibilisation qui se fait. Est-ce qu'il y a une autre question ? Derrière et devant. Mais tu as dit que... Il me tutoie, le garçon. Bienvenue dans le métaverse. Oui. Mais il y en a qui n'ont pas vraiment d'écran, donc eux, ils ne peuvent pas vraiment s'intégrer dedans. C'est bien. Je ne l'ai pas coaché, celui-là. Effectivement, il y a ce qu'on appelle la fracture numérique. Il y a des gens qui ont Internet, il y a des gens qui ont des terminaux haut de gamme à 500 € l'iPhone ou même plus 1000 € l'iPhone. Et il y a des gens dans d'autres pays ou même en France qui n'ont pas accès à Internet haut débit, qui n'ont pas l'argent pour s'acheter un terminal haut de gamme. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Et donc, bienvenue dans le Metaverse, mais pas pour tout le monde, malheureusement. Et plus les technologies évoluent, moins elles sont accessibles. Il y a une sorte de biais.
C'est pas on crée une technologie qui va être de moins en moins chère et de plus en plus accessible. C'est elle va être moins chère, mais du coup on va en faire plus. Et du coup le prix reste le même. Le prix des téléphones n'a pas baissé. Au contraire, il a augmenté. C'est incroyable. Alors il y a des téléphones à 50 € qui s'achètent, type Nokia, mais on ne peut rien faire avec. Euh, mais du coup, si on veut rester à la pointe de la technologie, il faut toujours payer de plus en plus. Et Metaverse, ça ne résout pas le problème malheureusement. Sauf si on se dit qu'il y a des Metaverse low cost, bas de gamme ou plus bon marché, où on n'est pas forcément en 3D. Il me faut juste un écran d'ordinateur. C'est déjà quand même pas mal, il faut avoir Internet. Et j'ai un petit avatar qui se balade et je n'ai pas besoin de me mettre un casque sur les yeux. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément ultra accessible. Donc c'est une très bonne question. Et le problème, c'est qu'on amplifie cette fracture. Il y aura des gens ultra connectés et des gens ultra déconnectés. Il y a plusieurs livres de science-fiction qui en parlent avec les ultra connectés et les non connectés qui se combattent, qui ne vivent pas dans le même monde, enfin qui vivent dans le même monde physique, mais qui vivent dans deux strates différentes et qui s'opposent. Est-ce qu'ils sont pauvres? Est-ce qu'ils sont riches? Est-ce qu'ils sont bien en phase avec le monde réel et d'autres sont dans la surconsommation? Je viens de répondre un peu à la question. Donc ceux qui veulent lire le livre, c'est spoilé. Mais voilà, ça existe et on n'a pas trouvé de solution pour l'instant. Peut-être toi, en tant que jeune, tu pourras essayer de te battre pour qu'il y ait des gens un peu moins connectés. Les gens trop connectés se déconnectent un peu et que les gens totalement déconnectés puissent avoir accès de manière équitable à l'information. Derrière, il y avait une question. En fait, on parle beaucoup de cycles dans le métaverse. Il y a la question finalement de la persistance. Est-ce que les grandes entreprises ont déjà l'idée du cycle? Combien de temps ils vont exploiter? Combien de temps les données restent? Alors, sur les données, c'est encore pire. Il y a un cycle. Et c'est marrant, c'est que pour ceux qui travaillent dans les grandes entreprises, il y a des cycles qui durent 2-3 ans. C'est le temps que le patron change. On part dans une direction, le nouveau patron dit « je marque le coup, allez, on va faire une expérience Metaverse, on y va à fond ». 2-3 ans après, le patron est parti, il y a une réorganisation quelconque. Et puis le nouveau patron dit « non, mais non, cette fois-ci, le mot-clé, c'est la sustainability, c'est l'écologie, c'est le projet, ça fait presque un programme politique. C'est mon projet pour les quelques prochaines années, mais il faut que j'arrive à le faire dans les 3 à 5 ans, parce qu'il ne faut pas que ce soit mon successeur qui récolte les lauriers. Et puis, une fois que le projet s'arrête, il y a un successeur, je ne vais pas continuer le truc d'avant, il faut que je marque le coup et je crée une nouvelle initiative sur une nouvelle technologie, une nouvelle tendance. Donc malheureusement, il y a des cycles même en entreprise, il y a des cycles au niveau gouvernementaux qui font qu'on ne peut pas se projeter sur le temps long. Il n'y a pas un homme politique, un président qui dit mon plan pour les 15 prochaines années, c'est ça. Non, c'est pour mon mandat ou si éventuellement mes 2 mandats si j'arrive à renouveler. Donc il y a des cycles. On alimente, vous parliez des données, on alimente le Internet avec plein de données, nos données personnelles. À titre d'exemple, je crois que c'est chez Epic, ceux qui font Fortnite, ils accumulent 5 téraoctets, 5 pétaoctets, donc c'est au-dessus des téras. C'est 1 million de gigaoctets, 5 pétaoctets tous les mois avec des données personnelles. Donc c'est les joueurs, en jouant, en tirant sur un camarade, en créant une interconnexion, en chattant avec quelqu'un, ça crée de la data. Et on sait quelle personne, à quel âge, a joué combien de fois, combien de temps. Et c'est par mois, ça accumule 5 pétaoctets. C'est cool, ça prend de la place, c'est pas très écologiquement fiable. Et la pertinence de ça, l'utilité, c'est de vendre encore plus. Donc nos données, souvent la phrase c'est si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. C'est de plus en plus vrai. Il y a beaucoup de services gratuits et on alimente les services gratuits. ChatGPT, Copilot, c'est nourri grâce aux données qu'on a mises sur Internet. C'est nourri du web, des espaces collaboratifs. Tous les forums de discussion, les Wikipédia et autres, ça a été alimenté, crowdsourcé, et ça a servi, les projets open source ont servi à alimenter l'intelligence de cette IA sans nous demander si on voulait partager. Enfin, ça devait être écrit quelque part. Quand on a accepté les cookies, quand on a créé le compte, on a dit oui, je partage mes données à des fins de recherche. Hop, voilà, hop, c'est open bar, c'est utilisé pour tout le monde pour créer des nouveaux services qu'on va me vendre après à 20 € par mois. Voilà, c'est le tarif commun maintenant, tout coûte 20 € par mois entre Netflix, Spotify et ChatGPT. C'est 20 € par mois et on décuple les abonnements où on fournit plus de data pour un service qui est relativement utile, mais qui est peut-être superflu dans beaucoup de cas. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si. Je suis parti un peu dans la sociologie, la philosophie. Une autre question. Il y a le micro qui arrive. Pardon.
Dernière justement, question. en fait, on est obligé de toute façon d'étendre un peu le débat. Parce qu'en fait, c'est pas seulement technique. En fait, on s'en rend compte en fait que la technologie en fait est porteuse d'idéologie aussi en fait, que c'est pas neutre. Ah bon, Il y a eu d'ailleurs dernièrement une interview je crois que je sais plus si c'était le CEO de Sandbox qui disait justement qu'aujourd'hui en fait c'est la revanche des introvertis. Et qu'en fait c'est eux aujourd'hui qui dirigent le monde. Et en fait, à travers les nouvelles technologies, on a l'impression que c'est un peu le repli sur soi, un peu, enfin une sorte de création de bulles individuelles. C'est comme le monde est très numérique maintenant, tous ceux qui étaient très peu collaboratifs, je ne veux pas dire asociaux ou autres, mais qui sont allés beaucoup dans le numérique, sont cachés derrière leur ordinateur pour travailler, bah, ils ont acquis une compétence qui est utilisée maintenant et qui est nécessaire maintenant, c'est faire de l'informatique. C'est le terme générique. Donc la revanche des introvertis, effectivement, c'est un peu le cas. Il reste beaucoup de collaboration sur Internet quand même. On est dans l'interaction sociale. À titre d'exemple, je ne sais plus si c'est Zuckerberg ou Elon Musk qui recrutent principalement des autistes dans certains postes. Autistes, donc des gens très asociaux, mais très compétents et très spécialisés. Donc la revanche de l'introverti pour être très pointu et aller plus loin, pour pouvoir être exploité aussi, produire plus vite. Et effectivement, plus au niveau utilisateur, il y a plein de gens qui se mettent derrière l'ordinateur pour jouer. J'ai le cas de mes enfants, ils jouent beaucoup sur Internet, ils ont rendez-vous tous les samedis à 9h30 avec leurs camarades pour jouer sur Internet. Oui. Et est-ce que c'est asocial ou c'est ultra social ? Ils voient pas forcément leurs camarades en vrai le week-end, mais ils interagissent et ça papote toute la matinée pendant le jeu vidéo. Il y a une interaction sociale. On ne peut pas dire que c'est pas social. C'est social, c'est collaboratif. Parasocial, on va dire. C'est métasocial, Oui, voilà. ou parasocial, effectivement. C'est des nouvelles tendances. Il faut ne pas tomber trop dedans. Il ne faut pas non plus repousser trop les technologies. Il faut trouver un équilibre. Oui, parce que justement, les produits qui sont vendus, c'est des produits qui sont reliés à cette introversion, on va dire. Voilà, en gros, il ne faut pas tomber dans le capitalisme et tomber dans je clique sur toutes les pubs. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit, malheureusement. Merci beaucoup et à très bientôt.